Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte vidéo en réaction à une vidéo faite par un joueur d'échecs youtubeur du nom de Julian Song, qui est un très bon passeur de connaissances en matière d'échecs. Dans sa vidéo, il compare ChatGPT à Stockfish, il les met en compétition pour voir quel est le meilleur des deux systèmes. Ce qu'il en ressort, c'est que ChatGPT est moins performant que Stockfish, et je pense qu'il faut apporter des nuances, et c'est le but de ma vidéo d'aujourd'hui, sur la manière dont ChatGPT a été configuré, mais aussi les perceptions qu'on a des IA génératives aujourd'hui. Déjà, première chose, Julien précise qu'il a affronté ChatGPT, sauf que ça n'est pas très précis parce que derrière cette interface qu'est ChatGPT, on a énormément de modèles aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, on a GPT-4o, on a aussi O1 qui est un des modèles dits réfléchissants. En fait, ce sont des modèles qui ont été construits de manière à ce qu'ils puissent, au lieu de répondre en fait tout de suite, ils prennent le temps de la réflexion, ça peut prendre plusieurs secondes, voire quelques minutes, pour pouvoir apporter la meilleure réponse possible. Et affronter par exemple ChatGPT avec GPT-4o ou bien O1, ce n'est clairement pas les mêmes choses. Il y a même des modèles beaucoup plus puissants que O1. Aujourd'hui, on a O3 Mini High, qui est aussi un modèle qui prend ce temps de la réflexion. En fait, ils ont été bâtis sur ce qu'on appelle les chaînes de pensée, les chain of thought. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de leur permettre de prendre ce temps de la réflexion. Et c'est pas du tout la même chose. Deuxième point assez majeur, c'est que Julien précise qu'il a apporté à ChatGPT les meilleurs prompts possibles. Et malheureusement, quand on voit la vidéo, on peut en douter. En tout cas, c'est pas forcément le cas. Et ça n'est pas lié à une volonté de mal faire. La question n'est pas là. C'est juste une méconnaissance de comment interagir aussi avec ces LLM. Idéalement, lorsqu'on interagit avec une IA générative, il est toujours bon de commencer par un prompt qui cadre bien les choses, qui donne autant d'éléments de contexte que possible, qui définit aussi le rôle de l'IA, qui précise un certain nombre de modes de fonctionnement, de raisonnement, pour que derrière, il puisse exécuter sa tâche au mieux. En tout cas, lui donner toutes les chances possibles pour pouvoir être dans la compétition. Et là, je vous ai fait un exemple de prompt dans lequel, par exemple, j'ai divisé les choses en une partie de contexte. Je fais croire au LLM, même si voilà, il y a une limite quand même à ce qu'on peut faire croire à un LLM. Je lui indique que voilà, des éléments de contexte à minima qui sont ceux de joueurs d'échecs internationaux. Je lui précise son rôle, à savoir qu'il va jouer dans une compétition avec un autre joueur, sans préciser lequel. Je lui donne quelques éléments d'instruction de l'analyse qu'il doit faire, du fait qu'il doit respecter les règles, que lorsqu'il répond à une question, il doit mettre en place une chaîne de pensée. C'est pas vraiment nécessaire, étant donné qu'ici j'utilise O3 et qui est déjà configuré de la sorte, etc., etc. Donc je lui donne autant d'éléments que possible pour qu'il soit aussi performant que possible. Cette étape de rédaction du prompt est assez importante lorsqu'on se donne à ce type d'exercice. On a pu voir par exemple Raphaël Enthoven, ça a donné un exercice de rédaction de philosophie en comparaison à ChatGPT. On peut se poser des questions sur quelle était la qualité du prompt. Ici, la question se pose aussi. C'est vraiment capital, d'autant plus que comme Julien l'a précisé dans sa vidéo, ces IA génératives sont entraînées sur des volumes, des corpus de texte qui sont assez énormes, ce qui fait qu'ils ne sont pas spécialisés pour jouer aux échecs. Ils vont être à la fois capables de vous donner une recette pour la choucroute ou comment est-ce qu'on fabrique un moteur de fusée, etc., etc. Et par conséquent, un bon prompt leur permet de bien se situer dans cet espace de corpus de texte, etc. qu'ils ont appris pour, en tout cas, apporter les meilleures réponses possibles. Autre point soulevé par Julien au cours de sa vidéo, c'est au cours de cet affrontement entre Stockfish et ChatGPT, le fait par exemple que ChatGPT faisait des mouvements illégaux. Pour moi, il y a une part de faute du LLM, mais aussi des éléments qui lui étaient fournis. En effet, lui fournir les positions jouées ne sont pas suffisantes. Parce que certes, il aura ces éléments-là, mais il ne va pas garder complètement en mémoire quelle est la position, la remettre à jour en fait, à moins de le préciser dans le prompt, c'est-à-dire lui expliquer qu'à partir du moment où un coup est joué, remet à jour les positions, etc., etc., il ne va pas le faire automatiquement. Et c'est là où je pense qu'il y a une vraie mécompréhension de ce que sont ces LLM. Ce ne sont pas des systèmes intelligents au sens humain du terme. Ils ne font pas de la réflexion pure. Ils ont une connaissance et une compréhension du monde, mais derrière, tout dépend aussi des instructions qu'on leur donne. Même ce modèle que vous avez là, qui est un modèle que l'on dit pensant, qui pense et autres, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il fonctionne selon une méthodologie bien précise de chaîne de pensée. Ça n'a de pensée que les termes, mais concrètement, on leur demande de procéder étape par étape dans leur manière de faire. Donc si on ne leur précise pas, ils n'ont pas les éléments nécessaires pour pouvoir le faire. Et
une manière que Julien aurait pu, en tout cas de donner plus justement toutes ses chances à ChatGPT, ça aurait été par exemple de simplement donner les images de chaque position à chaque fois qu'un coup a été donné. Par exemple, j'ai essayé de faire à peu près la même chose que Julien. Au début, je n'ai pas donné à ChatGPT les éléments qui lui permettent de mettre à jour sa vision du plateau d'échecs. Évidemment, au bout d'un moment, il finit par faire des mouvements qui ne devraient pas être. Mais à partir du moment où on lui donne une image sur où sont les pièces maintenant et quels ont été les derniers coups, à ce moment-là, oui, il est capable de jouer dans les règles. D'autant plus si on lui a précisé cela dans le prompt. En tout cas, ce qui est assez cocasse quelquefois, c'est aussi de voir l'anthropomorphisme dont fait preuve certaines personnes lorsqu'elles interagissent avec ce type de système, avec les LLM. Julien le précisait à quelques moments, quelquefois, il parlait de malice de ChatGPT à vouloir gagner, etc. C'est vrai en fait qu'il y a des études qui ont montré que certaines IA ont tendance à vouloir gagner, etc. Mais là aussi, je me pose quand même, je les ai pas lus en entier et la question se pose de comment ils ont été promptés, comment ils ont été configurés. Mais s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment cette analyse anthropomorphique de se dire ça a une pensée humaine, etc. Dites-vous que avant d'interagir avec Julien, cette IA n'a que les éléments textuels du monde. Un prompt de configuration qui est fait par ChatGPT, par OpenAI pour éviter que l'IA ne fasse n'importe quoi. Il a été entraîné de manière à répondre comme un assistant. Il a été aussi entraîné pour prendre le temps de la réflexion. Mais hormis tout cela, il n'a aucune volonté propre. Il n'a pas de malice ou autre. On est vraiment sur des systèmes qui sont configurés pour faire des tâches. Et à un moment donné, c'est à nous d'essayer de les pousser jusqu'à ce qu'ils soient dans la meilleure configuration possible pour pouvoir faire la tâche qu'on souhaite. Et encore une fois, il n'est pas spécialisé dans les échecs. Donc du coup, pour pouvoir pousser l'expérience de Julien jusqu'au bout et donner à ChatGPT toutes les chances possibles pour pouvoir se confronter à Stockfish, je lui ai donné donc ce prompt, j'ai poussé l'analyse jusqu'au bout et je me suis dit, j'ai aussi comparé à ce que pourrait faire une autre IA, un autre LLM qui est Claude. Ils ont sorti un modèle là aussi un modèle pensant qui est capable du coup de pousser son raisonnement assez loin et pour voir de quoi sont capables ces LLM. Donc là, la première chose qu'on peut noter, c'est qu'on ne s'est pas arrêté à 10 coups, on est quand même allé jusqu'à 17 coups. 17 coups, malheureusement, à certains moments, ChatGPT a quand même eu du mal à reconnaître certaines positions, mais ça n'était pas aussi aberrant que ce que Julien a pu observer, parce qu'en lui fournissant ne serait-ce que les images, il pouvait aller beaucoup plus loin et analyser mieux. Et donc si on voit le déroulé, encore une fois, je ne vais pas analyser d'un niveau comme ce que pourrait faire Julien, bien loin de cela. Ce qu'on peut noter, c'est quand on va plus loin dans l'exécution des coups, à un moment donné, ChatGPT se met à jouer mal, mais vraiment très mal. Et pour moi, comment je l'interprète, c'est dans la longueur du contexte. Et ça, c'est un autre élément qu'il faut vraiment comprendre avec ces LLM, c'est tout ce qui a précédé auparavant. S'il doit tout analyser, il a un peu plus de mal à fournir des réponses qui sont plus précises. Et là, on est dans le cadre des échecs où ça nécessite quand même une précision, un degré de calcul assez élevé. Et là, en l'occurrence, c'est assez compliqué. C'est pour ça, en fait, que à un moment donné, on commence à avoir des coups qui sont un peu aberrants et des choses qui sont assez évidentes. Par exemple, là, il y a une situation d'échec flagrante et on ne sait pas pourquoi. ChatGPT, au lieu d'attaquer la tour, parce qu'il n'a pas le choix, ou, enfin, ne serait-ce qu'en tout cas d'éviter la situation d'échec et mat, ne le voit même pas et il y a échec et mat. Donc voilà, pour moi, c'est principalement lié à cette longueur de contexte, parce qu'au bout d'un moment donné, effectivement, on n'est pas sur la logique juste de ok, il a appris par cœur des textes parce qu'il y a plein de coups et au bout d'un moment il commence à déjouer parce qu'on est trop avancé dans le jeu. Il y a une notion de longueur de contexte et encore une fois, ça n'est pas leur spécialité, ça n'est pas la spécialité des LLM, donc voilà, ça peut se comprendre. Et pour la deuxième IA, c'est Claude, on avait exactement les mêmes problèmes, on va jusqu'au 18e coup, alors je me suis arrêté en fait au 18e parce que ça devenait complètement aberrant et là encore une fois, c'était lié à la notion de contexte. Et au début, alors je vais mettre l'analyse, au début en fait, les coups sont assez bien faits, il fait rock, etc. Et pareil, c'est vrai que ce que Julien a pu observer va se produire, on va avoir des coups qui sont un peu aberrants, mais quoique Claude, je trouvais qu'il faisait des coups quand même de meilleure qualité au début par rapport à ce que pouvait faire ChatGPT. Mais bon, ça ce sont des variations qu'on va trouver en fonction des modèles. Mais à un moment donné, voilà, les coups étaient tellement aberrants que
voilà, j'ai préféré arrêter là parce que ça commençait à être assez ennuyeux. Alors pour conclure, déjà merci Julien d'avoir fait ce type de vidéo, c'est extrêmement intéressant. Ça permet, je pense, de voir la compréhension que l'on a des LLM. Ce sont des systèmes qui sont extrêmement performants dans diverses tâches et autres. C'est sûr que quand on les pousse dans des tâches assez spécialisées, assez spécifiques, on n'a pas le même niveau de performance qu'on peut espérer dans d'autres domaines. Et je pense que l'idée, c'est pas d'être manichéen et de dire ils sont bons, ils sont pas bons. On n'est vraiment pas là-dessus. Ils ont des avantages, ils ont des inconvénients. C'est à nous plutôt de pouvoir les exploiter au mieux en faisant les bonnes configurations et derrière de pouvoir les exploiter comme il faut. Mais c'est une chose est certaine, en tout cas de ce que, à la fois ce que Julien a pu voir et de ce que j'ai pu voir dans les échecs, on n'est pas là. Mais par contre, si on se pose la question de l'intelligence artificielle dans le domaine des échecs, clairement les preuves ont été faites depuis quasiment 2017. Comme je disais en introduction, on a AlphaZero. Tapez AlphaZero sur Google, vous verrez, les résultats sont époustouflants. Ça a joué à tellement de jeux, des jeux dans des situations dans lesquelles il n'avait aucune connaissance des règles de prime abord et était capable du coup de battre des gens qui étaient assez experts. AlphaGo 2016, très connu pour avoir battu Lee Sedol qui était le champion de Go du monde à l'époque. Donc clairement l'IA dans le jeu des échecs, lorsqu'ils sont ultra spécialisés dans ces tâches, que ce soit les échecs ou même tout type de jeu, sont extrêmement performants. Donc n'oublions pas voilà, les forces et les faiblesses de ces outils, et voilà, encore une fois, c'est à nous de les exploiter comme il faut. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis rendez-vous dans une autre vidéo. Tchuss.